Bonjour à tous, bonjour Ronan. Merci pour Bonjour. ce partage d'expérience que nous allons faire ensemble avec l'ensemble des stagiaires de EGEPS de la promotion 2018. Euh, Nous allons partager donc ton expérience en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Et je vais poser une première question qui est comment es-tu arrivé dans le squash? Alors, je suis dans le squash depuis les années 80. Donc, c'est mon père qui le premier m'a mis dans ce bain. Donc, il a participé au boom du squash dans les années 80 dans un club de la région parisienne où, à l'époque, il y avait le champion de France qui était dans ce club. Et donc, à 8 ans, j'ai suivi mon père dans le club et puis entre les jeux, un peu comme beaucoup de gamins, hein, entre les jeux, quand mon père sortait boire un coup avec son partenaire, je rentrais sur le court, je tapais des balles et pendant qu'il jouait, je le regardais pas, je tapais des balles dans le couloir sur les murs du club. Et voilà, donc à l'époque, c'était vraiment les balbutiements du squash en France, hein. C'était 82, 83. Et donc, dans ce club, il y avait un fort esprit de compétition. Donc après, j'ai commencé l'école de squash et le mercredi, comme beaucoup de gamins aujourd'hui. Et la première chose que je faisais quand je rentrais dans le club, c'était de regarder sur le tableau à gauche les résultats du championnat de Paris du mardi soir de toutes les équipes. Donc, ils mettaient les résultats avec les résultats détaillés de tous les joueurs, machin, bat un tel. Et rien que ça me donnait une grosse motivation. Donc ça a été mon premier entraîneur, hein, donc Patrice Chotard. Et ensuite j'ai fait mon chemin, on va dire en parallèle, je jouais au tennis. J'étais dans les 4-5 meilleurs de ma ligue, mais voilà, ça n'avait rien de transcendant. Pour persévérer dans le haut niveau en tennis. Et après, c'est vrai que au squash, il y avait moins de concurrence. Et bon, j'ai eu assez rapidement des résultats au niveau de la ligue, puis après dans les championnats de France jeunes. Et puis, j'ai continué dans cette voie-là tout en faisant des études en parallèle, hein. J'avais vraiment, mon père était très branché sur l'aspect sportif. Et ma mère, c'était plus les études. Donc, voilà, pour ménager les deux parents, j'ai continué dans les deux voies jusqu'au bac dans un lycée normal. Et à partir de là, à 18 ans, j'ai pu intégrer l'INSEP pour faire une école de journalisme. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à 18 ans à faire des entraînements bi-quotidiens qui, à l'époque, étaient, bon, j'avais déjà changé d'entraîneur, etc., hein, bien sûr. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait rien de très structuré encore. Il n'y avait pas de pôle, pas tout ce qui peut exister maintenant dans le haut niveau. Donc, il y avait beaucoup de bricolage. Et je dis souvent aux jeunes d'estimer la chance qu'ils ont aujourd'hui d'avoir des structures et un encadrement quotidien et bi-quotidien, quoi. Voilà comment je suis arrivé dans le squash et comment j'y suis toujours. D'accord. Et tu évoquais donc que la première chose qui t'a intéressé dans l'activité, c'est les résultats que tu pouvais voir par rapport au critérium. C'est ça qui t'a motivé à pratiquer? Bah, c'était un des éléments. Après, c'est évident que l'aspect ludique du squash et cette gestion des trajectoires, le traitement d'infos m'ont vite captivé avec l'envie de progresser. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, euh, bah, 35 ans plus tard, je me rappelle plus de rien de comment j'étais capable ou incapable d'analyser l'activité à l'époque. Mais c'est vrai que oui, les résultats comme ça, des par équipe, à l'époque, me donnaient une motivation. Puis après ouais, le côté ludique et puis l'envie de progresser et puis la combativité qu'il fallait déjà développer
pour gagner les matchs. Voilà, j'étais assez petit en taille et je pense que ça a contribué à développer ma combativité, qui a été un peu ma marque de fabrique après dans ma carrière. Et alors, comment t'es arrivé entraîneur national alors? Donc, alors après, donc j'ai fait ma carrière de joueur de squash avec en parallèle des études. Et, euh, et puis au terme de ma carrière, vers 35-36 ans, j'ai eu envie de nouveaux challenges. Et bon, j'en ai plusieurs qui sont proposés à moi. La solution de facilité, c'était quelques appels du pied de l'étranger, grâce à la carrière de sportif de haut niveau que j'avais eu. Donc voilà, c'était soit l'appel des dollars, soit le challenge proposé par la fédération de passer le concours de professeur de sport. Sauf que à l'époque, on m'a proposé ce challenge en février et le concours était fin mars, je crois. Donc j'ai dit non. J'ai dit non, je veux pas aller au casse-pipe tout de suite. C'est pas possible en un mois et demi de se préparer à un concours quand tu sais qu'il y a des gens qui préparent ce concours depuis plusieurs années dans des organismes de formation qui sont suivis, qui sont formatés pour réussir ce concours. Donc j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit en revanche, je suis prêt à intégrer la formation à l'INSEP réservée aux sportifs de haut niveau avec bon la lourdeur de cette formation qui dure 20 mois quoi, quasiment 2 ans, sachant qu'à l'époque donc voilà après avoir décidé d'arrêter ma carrière, j'ai 15 ans auparavant j'étais parti habiter dans le sud, donc ça demandait quasiment un changement de vie du lundi au vendredi, hein, pour vous donner un petit ordre d'idée. Le lundi matin je reprenais mon sac d'écolier c'est ça, à 35 ans, 36 ans, et je prenais le train à 5 heures, 5h30 de Marseille, et je montais à Paris. Je me prenais le métro, le bus, le 112, et vogue la galère pour une semaine à l'INSEP pour passer, pour suivre une formation qui a été super riche, hein, mais c'est vrai que c'était un changement de vie, et puis accepter voilà, de se remettre en question et d'acquérir des nouveaux savoirs pour ensuite déjà essayer de réussir le concours et puis après éventuellement répondre aux demandes que j'allais avoir par rapport à un futur poste du ministère des Sports. Voilà, donc j'ai eu la chance au bout de ces 20 mois de réussir le concours. Et puis, au terme de ça, j'ai aussi eu la chance que la fédération puisse me récupérer parce que c'est jamais une garantie quand on réussit le concours. Et donc à ce moment-là, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que l'entraîneur national senior homme, peu après que j'ai réussi le concours, a décidé de se mettre en disponibilité et de partir vivre aux États-Unis, se marier et vivre aux États-Unis. Donc le DTN de l'époque m'a proposé le challenge de la responsabilité du pôle France à Aix et de sélectionneur de l'équipe de France senior. Voilà un peu les raccourcis, hein. Après, je vous épargne les détails de 2 ans de formation, loin de sa famille, voilà, loin de ses amis, voilà, tout ce qui est inhérent voilà, à un nouveau défi, à une nouvelle vie, voilà. Sachant que au terme de ces 20 mois, il y a pas de, même si on est très très bien préparé au concours, il y a pas de, ça reste un concours et il n'y a pas de garantie du résultat au bout. Donc, il a fallu vraiment mettre le bleu de chauffe et voilà, passer parfois des nuits blanches, des soirées entières à réviser. Voilà, ça a été assez compliqué, hein, tant au niveau familial que le reste, hein, gestion du stress, etc. Mais bon. Au final, il y a eu la réussite et bon voilà. Après derrière, c'est sûr que derrière il y a eu déjà 6 ans avec beaucoup d'émotions vécues grâce
grâce aux athlètes que j'encadre au quotidien. Donc ça a été 20 mois de galère, de difficultés, mais en même temps, il y a beaucoup de richesse des échanges déjà avec les mes adversaires du concours qui ensuite, pour certains, sont devenus des collègues et maintenant, pour certains aussi, des amis avec qui j'échange beaucoup. Donc voilà le chemin. Voilà le chemin qui a été effectué. Tu parles donc, de la richesse des échanges. C'est ce que tu retiens de ces 20 mois de formation. Est-ce qu'il y a d'autres choses positives que tu retiens de cette formation et qui t'ont aidé à ton métier d'aujourd'hui? Oui, alors il y a eu bien sûr la richesse des expériences et des compétences des autres collègues a été, je pense, un élément important. Voir un peu ce qui se passe dans les autres disciplines, les problématiques, pas rester juste avec des œillères et rester dans notre petit microcosme du squash avec les problématiques qu'il peut y avoir hein, maintenant dans le métier au quotidien, etc. Ça a été une partie intéressante. Puis après, il y a eu beaucoup d'apports théoriques en physio, sur la planification, la gestion des charges d'entraînement, la dynamique des charges, toutes ces choses-là. C'est des éléments théoriques parce qu'aujourd'hui, après, on se rend compte qu'au quotidien, on a ces éléments, on fait avec, mais il y a aussi il y a il y a un facteur qui est déterminant, c'est l'adaptabilité aux situations du quotidien et aux athlètes. La théorie, c'est une chose, mais je peux vous dire que sur le terrain, c'est souvent autre chose. Voilà. Après, aujourd'hui, bien sûr que les charges d'entraînement, les intensités, tout ça, j'en tiens compte, mais il faut aussi vraiment beaucoup tenir compte de la spécificité de chaque individu, de ses problématiques, que ce soit en termes de squash ou autre. Et c'est tout aussi important. Voilà, le matin, il est primordial de savoir comment ils ont dormi, s'il n'y a pas eu de problèmes qui ont pu arriver depuis la veille au soir où je les avais quittés à la fin de l'entraînement. Toutes ces choses-là sont des éléments qu'on ne met pas dans son petit tableau Excel de planification, de gestion des charges avec ses couleurs, voilà, etc. C'est des éléments qui sont primordiaux. S'il y a une contrariété dans l'athlète, alors il y a des athlètes par pudeur ou par question d'éducation vont pas forcément vous le dire. Mais c'est à nous aussi, c'est la sensibilité de l'entraîneur de détecter ces choses-là et ensuite de devoir adapter la séance, voire, j'ai envie de dire, des fois, carrément de la zapper s'il y a vraiment eu un truc. Oui, il peut y avoir des trucs graves. Ça m'est déjà arrivé avec des athlètes qui se soit passé quelque chose de grave pour eux dans leur vie en à peine 24 heures, bien sûr. Hein. C'est des athlètes, mais ça reste des humains. Donc oui, il peut se passer des choses graves. J'ai une anecdote aussi je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un concept cher à Laurent Smith, qui est le responsable du Centre national d'altitude après Manon, qui travaillait de pair avec l'entraîneur d'Alain Bernard, Denis Auguin. Donc Alain Bernard, un champion olympique en natation. Je crois que je crois de mémoire que c'était à Athènes 2004 ou peut-être Pékin 2008 plutôt. Plutôt Pékin 2008, ça va faire 10 ans. Et en fait, ouais, ça doit être Pékin. Et en fait, ils étaient partis en stage au Mexique, donc départ de Marseille, avec toute la galère du voyage, etc. Donc ils sont arrivés, il y a eu des retards, des galères dans le déplacement. Et puis arrivé sur place, le lendemain, il avait prévu sa séance, ses contenus, ses charges d'entraînement, les intensités. Et en fait, de par la mesure de la fréquence cardiaque au réveil, il a décelé qu'Alain Bernard, il y avait un souci.
Donc lui, il envoyait parce qu'il n'avait pas la capacité encore à lire, à lire et à interpréter les courbes de la fréquence cardiaque, mais il s'est rendu compte en discutant avec Laurent Schmitt, bon, avec le décalage horaire, etc., qu'en fait, ben voilà, fallait mettre l'athlète au repos pendant 4 jours. Voilà, donc on peut préparer tout ce qu'on veut. Des fois, il y a des choses inhérentes que l'on peut pas maîtriser et avec lesquelles il faut composer au quotidien. Et j'ai envie de dire que c'est aussi la richesse du métier, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas que de la théorie, c'est pas un fichier Excel qu'on applique au quotidien, mais c'est toute une sensibilité, un rapport qu'on développe avec ses athlètes et arriver justement à se connaître pour mieux progresser. Et que eux progressent et que l'entraîneur progresse aussi, parce que ouais, l'entraîneur, au quotidien, il progresse, il doit se remettre en question. Et, voilà, si on reste figé, on est mort. Voilà, on est mort parce que l'environnement, il évolue en permanence. Il faut regarder en permanence ce qui se passe. Quand on part dans les tournois, bien sûr, on coach nos athlètes, on entraîne nos athlètes, mais on fait aussi beaucoup de veille. On fait aussi beaucoup de veille sur les adversaires, quoi. On regarde comment ils s'entraînent, qu'est-ce qui a évolué par rapport au tournoi d'avant. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques que nous, on n'aurait pas pu, sur lesquelles on ne serait pas encore au courant? On voit que, par exemple, là, depuis un an quasiment, les Malaisiens, ils se déplacent avec un analyste vidéo, un statisticien, kiné. Pourquoi? Parce que là, dans un mois et demi, ils ont les Jeux d'Asie qui sont primordiaux pour leurs aides, les aides de l'État. Donc, il faut qu'ils ramènent de la médaille et donc, ils ont des moyens sur la dernière année qui sont colossaux. Alors, nous, avec les moyens qu'on nous donne au quotidien, on essaye de rivaliser. On fait beaucoup nous-mêmes de vidéos. Je pense que Philippe a dû vous dire qu'on échange beaucoup sur les tournois. Donc, c'est vrai que voilà, quand un joueur a gagné ou perdu, ben, on retourne dans la chambre d'hôtel, on fait de la vidéo, on échange là-dessus. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on pense qu'il faut améliorer pour le lendemain? Ça, c'est des choses qui sont très chronophages. On passe un temps fou. Des fois, ça arrive de s'endormir sur nos ordinateurs. Mais en même temps, c'est riche d'enseignements. C'est riche d'enseignements. On n'a pas la ressource humaine pour avoir quelqu'un qui est comme la Malaisie, qui est en permanence sur ses analyses vidéo et sur ses statistiques, mais on a notre petite base de données sur chaque joueur. Et puis quand on voit des tableaux, ça permet d'envoyer, si on ne se déplace pas avec le joueur, ça permet de lui envoyer les notes qu'on a vues sur le dernier tournoi. Et puis moi, j'aime bien leur demander aussi d'avoir eux un petit carnet pour noter ce qu'ils ont vu, sur les défauts, les faiblesses, les qualités des adversaires. Voilà. Puis après, il peut y avoir un échange. Et puis après, il y a aussi des joueurs qui préfèrent ne pas se regarder en vidéo. Voilà, donc voilà, je vais citer une petite anecdote où, par exemple, Mathieu, au mois de décembre dernier, était clairement dans le dur. Je pense qu'on était tous dans le dur après la défaite en quart de finale à Marseille contre les Hongkongais. Et la semaine d'après, il y avait le championnat du monde individuel à Manchester. Donc Mathieu tombe sur le petit Qatari, là, Abdullah Al-Tamimi, qui est 34-35 mondial. Un fantasque, mais très dangereux. Bon, je filme tout le match parce que j'ai été vexé comme un pou de la défaite en quart de finale de championnat du monde. Et là, j'ai dit, putain, je vais envoyer de la vidéo dans tous les sens. Je vais tout filmer, je vais faire des stats sur tous les joueurs, sur les Français, et donc bon, dans mon carnet, j'ai des notes énormes sur les stats des Français, sur les autres joueurs. Et en fait, donc Mathieu a perdu ce match en 5 jeux. Et hasard du tirage, 3 mois après, à peine, fin février, à Chicago, il le reprend au premier tour.
Et donc, forcément, je dis à Mathieu, bon, ben voilà, j'ai la vidéo de tout le match de Manchester. Si tu veux, ce soir, on se la fait. Et il me dit, non, 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 tu la regardes toi. J'étais ridicule sur ce match. Donc, il voulait surtout pas se voir en vidéo. Et j'ai trouvé ça super de sa part parce que peut-être l'erreur aurait été de lui imposer. Et en fait, là, tu as compris tout de suite qu'il y a barrière et que il valait mieux la regarder tout seul, se tirer les enseignements déjà, je l'avais déjà revu après le championnat du monde. Là, donc, je me suis refait un petit F5 et un petit reset et puis j'ai ressorti mes notes. Et puis, bah voilà, ça a permis de donner les éléments tactiques, enfin stratégiques à Mathieu. Et puis ensuite, voilà, il a pu essayer de les appliquer. Parce que pour moi, il y a une grosse différence entre la stratégie, c'est ce qu'on élabore avant un match, et la tactique, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'adapte et se réadapte pendant un match. Et ça, c'est vraiment mouvant et c'est parfois vacillant. C'est notre boulot d'entraîneur de voir à quel moment il faut réajuster, réadapter. Voilà. Mais bon, l'anecdote est là. Autant vous dire que ouais, j'étais pas peu content pour Mathieu qu'il ait pris sa revanche à peine 3 mois après. Ça montre qu'entre-temps, bah, voilà, on s'était remis en question, que ce travail de vidéo qui est chronophage, bah, il avait fonctionné, il avait payé. Ça veut pas dire que ça sera toujours le cas, je le sais pertinemment, mais au moins là, sur ce coup-là, bah, ça a été banco. Et je peux vous dire que Mathieu, il était vraiment aux anges d'avoir gagné ce match-là, quoi. Ça lui a fait un bien de malade parce qu'en janvier, il était à nouveau un peu dans le dur après le championnat du monde, un peu blessé. Il a vraiment connu 2 mois de galère. Donc, quand il y a des revanches comme ça, voilà, c'est comme en anglais, c'est sweet revenge. Voilà. Ok, puisque tu en étais sur la définition des termes, tu as parlé de stratégie et de tactique, moi je vais te demander de définir un terme. Comment tu pourrais résumer en quelques phrases le squash, selon toi? Alors, le squash, pour moi, c'est résoudre les incertitudes liées à l'environnement spécifique du squash, donc la gestion des trajectoires, et aussi liées aux incertitudes causées par l'adversaire. Voilà. Pour ça, j'ai vu ce qu'avait dit Philippe sur le où, quoi, comment. J'ai envie de rajouter aussi le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on va faire tel coup à tel moment. Et pour moi, c'est pour soit marquer le point gagnant, ce qui est quand même la- la- ce qui est quand même le but ultime au squash, ou alors pousser l'adversaire à la faute. Et pousser l'adversaire à la faute, c'est-à-dire soit le travailler, soit être très proche du coup gagnant, et il aura pas les outils nécessaires ou les adaptations nécessaires pour contrer ça. Voilà ce que pour moi, ce qu'est le squash. Mais avant tout, c'est la lecture des trajectoires et la résolution de toutes les incertitudes causées par l'adversaire et par cet environnement. C'est entre ces quatre murs tout ce qui nous passionne et qui parfois devient obsessionnel. Obsessionnel. Ouais, franchement, quand t'es plongé dans le truc, que t'as envie que tes athlètes ils progressent, ils évoluent. Ouais, il faut. Et ouais, il y a un côté obsessionnel parce que parfois, si tu débranches un peu, on en a tous besoin, hein, mais voilà, le train, il avance, quoi. Donc, des fois, il faut débrancher pour aussi se couper, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas comme un job où quand on claque la porte du bureau, la journée elle est finie, quoi. Exact. C'est-à-dire que, hein? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que Wow. c'est-à-dire que
tu repenses à ta séance, tu penses à qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux faire évoluer, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Parce il y a des séances où on peut se louper, hein, que ce soit l'athlète ou l'entraîneur. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui aujourd'hui peut dire qu'il a fait que des séances très très bonnes parce que des fois on cherche des choses qui peuvent correspondre à l'athlète et qui ne correspondraient pas à un autre. Et donc, des fois, c'est pas forcément le bon chemin, mais en même temps, c'est hyper riche de vouloir chercher et d'essayer de trouver le moyen pour que tel athlète il arrive à gérer au mieux, à exploiter au maximum son potentiel, parce que la finalité, elle est là. Tous ne vont pas arriver numéro un mondial. Mais par contre, s'ils peuvent tous arriver à exploiter leur potentiel à 120, à 130%, déjà, là, ça sera du bonheur. Ça sera du bonheur. S'ils peuvent être 1, 2, 3, 4, 5 mondiaux, évidemment, je prends, mais non, c'est pas le cas. Alors oui, oui, quand tu passes la porte de ton bureau, la journée, elle est pas finie dans ta tête. Tu cherches. Après, tu peux être contrarié par un truc, tu peux être content, voilà. Et puis en plus, après, il y a tout l'aspect administratif d'un entraîneur national. Donc, on gère aussi parfois des coups de fil le soir à 19h, 20h. Voilà, il faut être capable de, à un moment quand même, mettre cette barrière avec la vie familiale, parce que sinon ça peut empiéter de façon, de façon problématique, voire dangereuse, voire dangereuse, voilà, voire dangereuse. Donc c'est très difficile parce que comme on se déplace pas non plus dans tous les tournois, des fois on a des joueurs qui jouent, on a envie de les voir en vidéo, mais c'est l'heure où il faut s'occuper de sa fille. Donc on essaye de contenter tout le monde. C'est pas simple. Après, des fois, il y a des matchs qui jouent au milieu de la nuit, des décalages horaires. On peut pas toujours regarder. Des fois, on a des impératifs personnels, des impératifs familiaux. Mais oui, c'est pas un job de 9h à 17h et voilà, c'est vraiment un job qui est pas conventionnel, pas conventionnel. En plus des déplacements avec la gestion des décalages horaires, etc. Donc ça, je pense que pour vous qui vous destinez à devenir entraîneur, quel que soit le niveau, hein, si c'est en club, en ligue, en fédéral ou entraîneur national, ben c'est un élément à prendre en compte parce je peux vous donner une stat hein, j'espère qu'elle vous fera pas peur, mais toute discipline confondue, le, le pourcentage de divorce des entraîneurs nationaux, c'est 80%. Voilà, donc ça vous. Pas l'intention de me marier. Donc, non, mais c'est un élément à prendre en compte. Et encore, j'ai envie de vous dire, on n'est pas un sport olympique pour l'instant. Et donc, les stages en immersion ou les stages à l'étranger sont réduits au minimum chez nous. Mais il y a des sports, les sports olympiques, où il y a des années où ils partent 200, 250 jours en stage dans les années pré-olympiques. Donc voilà quoi. C'est un projet, c'est un projet qui est commun. C'est un projet qui est commun. J'ai pas de honte à dire que moi ça m'a coûté une partie de ma vie familiale pendant 3 ans que j'ai réussi à reconstruire. Mais voilà, je vous le dis, quand on n'arrive pas à fixer des limites et des frontières, voilà, on prend un carton jaune, deux, et malheureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'appel à la vidéo, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Au Il n'y a bout de pas au bout de 2 cartons, tu prends un rouge. Voilà. Et donc voilà, faut faire attention. Donc maintenant, je suis beaucoup plus vigilant. Ça m'est arrivé à l'époque, voilà, peu de temps après avoir réussi le concours, à être entré dans mes fonctions, à répondre au président de la Fédé un dimanche midi. Ça, je le fais beaucoup moins, beaucoup moins. Sauf s'il y a une urgence ou il y a un truc important. Mais voilà,
Voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu et après, croyez-moi, ça vous aide à vous épanouir et à être beaucoup plus efficace et efficient dans vos entraînements et dans toute l'articulation de vos semaines. Ça, franchement, c'est un élément, voilà quoi, c'est un élément à prendre en compte quand tu arrives à trouver le bon équilibre. Ben voilà, le matin, franchement, tu as la pêche pour tes athlètes et t'as vraiment envie de donner. Et après, c'est comme je vous disais au début de cet échange, si tu as eu une contrariété, ben, l'athlète, il peut aussi le ressentir, hein. Et puis, voilà, ça m'est déjà arrivé d'échanger là-dessus avec des athlètes. Voilà, j'en ai déjà récupéré à la porte du pôle qui était en pleurs. Donc, c'est la dimension humaine, tout ça, pour revenir à une des premières questions de Nicolas, la dimension humaine, tout ça, franchement, dans la formation, qu'elle soit au concours ou ensuite dans l'année de formation initiale, après avoir réussi le concours, tout ça, il y a pas, hein. Il n'y a pas de cours de psychologie, il n'y a pas de, voilà, il y a quelques partages d'expérience comme on est en train de faire, mais il y en a pas assez, il y en a très très peu. Et puis on vous dit pas forcément toutes ces choses-là parce que vous êtes jeune dans le métier et on vous demande de prendre les choses à bras le corps et il faut les prendre, mais en même temps, on vous dit pas que vous risquez de vous brûler les ailes, quoi. Donc ça, toute cette dimension, si un jour j'interviens sur des formations initiales, je pense que j'irai sur ce point-là, quoi. Et vous, c'est pareil, ouais, pour en avoir déjà discuté avec Philippe, c'est que bah, Lucas, tu fais beaucoup d'heures, notamment le soir à Saint-Cloud. Je sais qu'en région parisienne, bah, les cours, les entraînements d'équipe, tout ça, c'est le soir. Ben, ça, c'est croyez-moi, c'est une contrainte, enfin une contrainte qui peut être positive parce qu'en même temps, vous avez une richesse d'échanges avec les publics que vous avez au quotidien, c'est des sources qui sont intarissables. Et en même temps, c'est chronophage, quoi. C'est pas anodin de rentrer chez soi. C'est pas tous les jobs où tu rentres chez toi à 23h30, t'as pas mangé, machin, et puis t'es encore. Je pense que comme vous êtes déjà des éducateurs et des futurs entraîneurs, bah, vous savez très bien que pareil, quand vous rentrez chez vous, bah, ça gamberge encore, ça cherche et ça pense déjà au lendemain, machin. Donc c'est trouver le sommeil, c'est pas évident. Donc et voilà, il faut pas vous brûler les ailes et parce que sinon, je pense en 5 6 7 ans, même si vous êtes bon ou très bon, vous pouvez vous cramer, quoi. Donc vraiment voilà, aussi se protéger, se protéger, se protéger, c'est important et d'autant plus important aujourd'hui pour la plupart. On vit dans une société ultra connectée, on est tous ultra connectés. Donc, on reçoit des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bah voilà, on essaye de répondre au maximum aux messages, etc. Mais des fois, bon, bah, il y a un moment où il faut quand même couper, quoi. Couper le téléphone, voilà, les mails, ça peut attendre. Voilà. Après, ouais, évidemment, quand il y a un athlète qui est à l'autre bout du monde qui vous demande un truc important par rapport à son match, sa compétition, son entraînement, bah, c'est une des priorités. Il faut essayer de répondre. Voilà, quoi. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Mais franchement, il faut vraiment s'aménager des plages et réussir à mettre des barrières. Moi, j'ai la chance quelque part de partager ma vie avec quelqu'un qui connaît rien au sport. Et donc, voilà, on parle quasiment pas même si elle connaît mes athlètes, etc. On en parle peu, même si, bien sûr, des fois, il y a des problématiques, des contrariétés, quoi, qu'on évoque. Mais sinon, voilà, elle s'intéresse on va dire, de loin aux résultats. Alors, bien sûr, elle me demande, hein, mais quand elle est contente pour l'athlète, ou pour moi, quand il y a un résultat positif, mais c'est pas non plus. Voilà.
c'est pas une personne qui vit pour le sport. Donc, c'est bien aussi d'avoir ces chemins qui se séparent. Parce que quand, après, je sais pas, je connais des couples hein, qui sont les deux dans le squash, etc. Et je pense que ça doit pas être simple. En même temps, ils peuvent aussi s'apporter parce que peut y avoir, il peut y avoir un regard critique positif ou négatif hein, sur l'activité de l'autre. Mais en même temps, je pense que ça peut empiéter parfois sur la vie de couple, quoi. Alors, tu as un peu anticipé sur la question suivante qui était, selon toi, qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon entraîneur? Si je résume un peu ce que tu as dit, c'est effectivement la prise en compte importante de l'aspect humain dans la pédagogie ou dans l'entraînement que tu mets en place au quotidien. Ouais, ouais, Et d'un autre côté aussi, un équilibre au niveau de ta vie familiale et de ta vie d'homme, au-delà du fait ouais. d'être entraîneur. Et ça, c'est fondamental pour que tu puisses agir en tant qu'entraîneur de De façon, manière efficiente, ouais, ouais. voilà, de façon Oui, alors sereine. ouais, ça c'est deux aspects, j'ai envie de dire, deux aspects parallèles à l'entraînement. Oui, Maintenant, voilà. si on rentre plus dans les principes d'entraînement, etc. euh, une des bases pour moi de l'entraînement, c'est vraiment les spécificités de l'individu, euh, que ce soit sur l'aspect psychologique, mais après sur tout ce qui rentre dans le squash, sur les carences technico-tactiques, techniques, voilà, tout ça, toute cette prise en compte doit intervenir. Voilà, il peut y avoir deux séances avec des exercices similaires, mais on va pas travailler à la même chose. C'est-à-dire que j'aime, peu importe les exercices, mais on va prendre un point, que ce soit un geste mental, un geste technique sur lequel on va se focaliser sur la séance. Donc, ça peut être par exemple, dans les sept éléments de l'entre-deux frappe, ça peut être voilà, la mise à distance, la synchronisation de l'armée avec la pose du premier pas, etc. Enfin, des points comme ça, mais voilà, c'est l'œil de l'entraîneur pour identifier avec l'athlète aussi, pour avoir son adhésion, des points améliorés. Donc il y a ça. Donc ça, c'est la spécificité de l'individu, les spécificités liées ses points forts et ses points faibles. Voilà, si on a un entraînement qui est formaté, on va nulle part. On va nulle part. Il faut vraiment adapter à chaque individu. Et puis après, on peut rentrer encore plus dans du spécifique. Hein. Pour moi, si il n'y a pas une technique, mais des techniques, il y a rien qui est figé. Je suis à fond dans les diversifications au niveau des formes de déplacement, au niveau de la frappe de balle. On voit qu'aujourd'hui, le jeu va tellement vite qu'on est obligé d'avoir des adaptations sur la gestuelle, par exemple, la gestuelle technique, la gestuelle du bras. Voilà, je travaille beaucoup là-dessus. Ça peut, parfois avec des lancers de balles froides à la main pour développer une gestuelle coude vers le bas, avant-bras, poignet, pour être capable d'aller chercher des balles en bout de course. Néanmoins, on est dans une dominante technique. On travaille en même temps du physique parce que on travaille en amplitude, en envergure. On se sert du repoussé de la pose du dernier pas pour utiliser l'énergie générée par la pose du dernier pas pour la mettre dans la frappe et pour repousser. Et puis pour avoir un geste court et une préparation basse pour justement s'adapter, par exemple, à un joueur qui va vous agresser en permanence, à un jeu d'attaque. Voilà, être capable d'apporter des diversifications maximales dans toutes les formes de frappe et dans toutes les formes de déplacement. Et puis après, voilà, moi je suis vraiment un partisan fort
du travail avec des incertitudes. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de travail en régularité. C'est très bien, par exemple, pour l'acquisition d'un geste technique, comme je peux faire aujourd'hui avec un Sébastien Bonmalet. Bon, je dirais pas parce que si ses adversaires regardent, mais d'un point technique qu'on a identifié aujourd'hui, qu'il faut vraiment qu'il améliore. Donc ça, c'est vraiment, hop, c'est faire une loupe, si ça peut vous donner une image, faire une loupe sur ce point technique, essayer de le travailler avec des vitesses variées, mais en même temps, je préfère quand même que ce geste-là, il soit travaillé avec une gestion des incertitudes, parce que je pars du principe que quand on va maîtriser un geste technique avec en face des incertitudes, bah, quand il n'y a pas d'incertitude ou quand on arrive à lire très tôt l'incertitude, on va être capable de maîtriser ce geste technique les doigts dans le nez. Alors que si on travaille à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des balles distribuées de manière régulière, même s'il faut en faire pour développer la confiance, je pense que là, on se trompe et on est dans un retour en arrière. On est dans un retour en arrière. Donc, j'aime bien cette distribution avec, qu'elle soit avec la raquette ou à la main, avec des incertitudes. Et pareil, quand on fait un travail sur sur les étoiles, de aussi ajouter des incertitudes. Donc que ce soit l'entraîneur qui indique, ou alors il y a des numéros, ou il y a des couleurs pour ajouter tout l'aspect cognitif. Pour moi, vraiment cet aspect cognitif, il est primordial dans le squash. Je pense que si on ne développe pas l'aspect cognitif jeune, on aura vraiment du mal à accéder au niveau. Même si on a d'autres qualités, ça sera très dur. Ça sera très difficile. Je pense que l'aspect cognitif, il doit aujourd'hui être pris en compte. On le voit avec les Égyptiens hein, qui, eux, mettent de l'incertitude dans tous les sens. Et on doit être capable Moi, mon credo, c'est de comment arriver à contrecarrer ça voilà, des techniques d'entraînement, une démarche qui va englober le tout. J'aime pas trop, vraiment pas, saucissonner les composantes de la perf. Travailler d'un côté la technique, d'un côté la tactique, de l'autre côté le physique. Voilà. Une séance par exemple, d'étoiles ou de carré magique, pour moi, elle englobe tout, quoi. C'est-à-dire que bah, on travaille le cognitif, voilà, si on met des incertitudes. On travaille en même temps la technique de déplacement, tous les critères de l'entre-deux frappes, voilà, de l'armée, le rythme de déplacement, etc. Et en même temps, ben, on développe la dominante physique. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que bah, les journées, elles sont pas incompressibles et donc, bah, voilà, il faut essayer d'optimiser le temps dans les séances. Il vaut mieux passer. Je préfère qu'un athlète il travaille toutes les composantes de la perf sur une séance d'une heure et demie plutôt qu'il fasse 6 heures d'entraînement pour développer ça d'un côté, aller dans la salle de muscu d'un côté. Voilà, je suis pas un fan de saucissonner. Voilà. Alors après, il y a une période comme en ce moment où ils sont en coupure, où ça mange pas de pain de refaire un petit travail général pour corriger les asymétries et puis aussi pour faire autre chose que dans les 10 autres mois de l'année où on est essentiellement dans la spécificité. Mais j'aime travailler au plus près de la discipline, dans la spécificité, même en renforcement musculaire, le concept du carré magique, voilà, que ce soit juste avec du poids du corps ou ajouter un petit gilet lesté avec 6 à 8% du poids du corps maximum, travailler en toutes les formes de contraction musculaire, voilà, faire du dynamique, faire de la vitesse. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'aller soulever de la fonte dans une salle parce qu'il faudra beaucoup, beaucoup de séances avec des risques de blessures.
parce que les gestes techniques sont pas maîtrisés pour avoir un gain qui va être minimal. Donc, je pense que plus vous restez au plus près de la spécificité de la discipline, au mieux c'est. Voilà voilà mon credo. Voilà mon credo. Après, c'est vrai que je suis aussi des fois, on voit vraiment des carences dans cette gestuelle technique, gestuelle du bras. Et ça, des fois, ça m'horripile, quoi, de récupérer des athlètes qui ont, donc forcément, des fois, il y a ce que je disais, cette petite loupe sur des points techniques qui sont aussi la richesse. Et nous, on est avant tout des techniciens du squash, même si grâce au travail de nos prédécesseurs, on a enrichi notre répertoire et on arrive avec des billes qui sont quand même conséquentes grâce à tout leur travail. Moi, je pense à ce qu'a pu faire un Paul Sibéras, mon prédécesseur, André Delos, qui était lui très à cheval sur la technique. Voilà, tout ça, voilà, s'inspirer des personnes qui ont déjà fait leurs preuves. Mais en même temps, essayer d'avoir une vision globale, systémique, et d'être dans une approche globale et pas compartimenter les choses. Pas compartimenter et pas figer. Si on fige, c'est foutu. Même 2 jours, 3 jours, c'est foutu. Néanmoins, il faut que bah voilà, la technique, que ce soit de déplacement ou gestuelle, elle soit en place parce qu'on sait très bien que sous l'effet de la pression de l'adversaire, de la vitesse de jeu ou du stress ou de la fatigue, bah, ce qui explose en premier, c'est ça, hein, c'est la technique de déplacement et la technique gestuelle. Voilà, c'est les éléments. Et puis après, tout ce qui est lié, on explose aussi, on explose physiquement, mentalement, mais c'est avant tout, c'est les carences techniques qui sont exposées, qui sont les premières exposées, quoi. J'avais une question, excuse-moi, Romain. Quand tu parlais de ta, T'excuses pas, hein, t'excuses pas. Je suis là pour ça. sur ta distribution de balles, en fait. Ouais, J'ai une question par rapport à la distribution de balles. Donc, du coup, tu distribues de manière aléatoire pour pas créer. toujours, mais oui, oui. Je D'accord, fais les deux. Je fais les deux. Je fais des séances mixées. Parce d'accord. qu'il y a aussi de la mise en confiance à faire auprès de l'athlète. Donc, si tu le mets tout de suite dans l'incertitude, dans le dur, même si c'est le cas en match, il faut quand même lui donner un petit temps pour se mettre dedans. Et puis après, oui, être dans les incertitudes. Ouais, pour moi, c'est primordial. C'est primordial aussi pourquoi? Parce que on a face à nous une armada égyptienne. Eux, ils sont en permanence dans les incertitudes, ils sont dans la combativité au quotidien. Et nous, notre élite aujourd'hui, elle est restreinte. Elle est restreinte. Et ils se connaissent tous. Alors, on a beau faire, souvent l'après-midi, on fait des séances de combativité avec de la combativité, ce que j'appelle aménagée, donc avec des restrictions sur le choix des coups, etc. Ça, c'est pour contrecarrer les Égyptiens. Et eux, ils peuvent faire 15 jours d'affilée avec 15 adversaires différents. Donc, c'est d'une richesse sur le traitement de l'information qui est presque sans fond, que nous, on n'a pas. Donc, notre seul moyen, ce serait d'y aller là-bas et délocaliser l'entraînement. Souvent, bah, ça a des incidences, ça a un coût, et puis après, ils vont pas partager leur richesse en permanence. Voilà. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire que des fois, je vois des séances quand on va là-bas, par exemple sur ce qu'ils appellent eux le ghosting. Euh, Franchement, c'est Lucas, je te vois rigoler, mais c'est c'est catastrophique. J'ai filmé des athlètes, mais c'est presque un bêtisier. Mais en même temps, ils ont cette capacité d'adaptation une fois sur le court et une fois en combativité qui est exceptionnelle, que ce soit dans l'adaptation à la tactique, à la stratégie proposée par l'adversaire, et puis aussi l'adaptation qu'ils ont dans leur gestuelle. Hein. Je veux dire,
un Shorbaghi qui arme, je sais pas si vous voyez mon bras là, Shorbaghi qui arme comme ça, presque fermé complet à l'arrière du cours, alors que moi je préconise là, bah, le mec, on peut rien dire parce qu'une fois qu'il est sur du latéral ou sur des balles avant la vitre, il a la faculté d'adapter d'adapter son geste et de répondre à l'avant du cours pareil. Donc Tarek Momen, où techniquement il y a beaucoup de choses à redire, mais néanmoins il sait s'adapter. L'intelligence d'adaptation est monstrueuse, monstrueuse, monstrueuse. Et on le voit dans le, dans, dans- dans le top 10, dans le top 20, il y en a pas un qui a la même gestuelle, il y en a pas un qui a la même prise de raquette. Il y a pas, voilà, on peut, nous, à la base, enseigner des choses chez les gamins, mais on voit qu'il faut très vite trouver sa spécificité, son chemin, chaque gamin pour adapter, quoi. Et nous, c'est pareil à l'entraînement. Si on répète, c'est très, très bien. Il faut répéter avec de l'incertitude, innover en permanence. Si on n'innove pas, on est dépassé. Je pense qu'il y a certains de nos adversaires qui aujourd'hui n'innovent pas suffisamment et donc ils se font rattraper. Tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Mais voilà, il faut être en permanence dans l'adaptation, dans les adaptations, dans les diversifications, dans les spécifications, tout ça, spécificité, spécification, vous l'appelez comme vous voulez. Justement, Donc, Ronan, est-ce que par rapport à l'adaptation et la variation des techniques de déplacement, est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ta manière d'amener l'adaptation sur les techniques de déplacement ou de voir une multitude de techniques de déplacement, de développer chez l'athlète l'adaptabilité à ces techniques de déplacement? ouais, alors bon, ça se fait avec le travail le concept des étoiles, hein, donc être capable on parle d'appui traditionnel, appui inversé. Aujourd'hui, bien sûr que je préconise en majorité le travail avec des appuis inversés parce qu'on a constaté que pour aller faire du taux, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Mais en même temps, il y a des fois où sur des situations, bah, on revient sur des appuis traditionnels. Mais je pense qu'il faut surtout pas se limiter quand on fait une séance axée essentiellement sur le déplacement. Il faut surtout pas se limiter à une forme de déplacement. Par exemple, je vais te prendre l'exemple pour répondre à ta question, Nicolas, par exemple, quand on va chercher une balle sur une balle en deux pas, que ce soit en latéral ou juste arrière droit ou arrière gauche, en deux pas carré de service. Voilà, il y en a qui vont aller droite-droite sur coup droit, il y en a qui vont faire droite-gauche, et à l'arrière-gauche, il y en a qui vont faire gauche-gauche en pas chassé, il y en a qui vont faire gauche-droite parce que peut-être ils ont pas bien lu la trajectoire et en fait ils vont prendre le troisième pas sur la jambe de départ qui sera donc gauche-droite-gauche. Gauche-droite-gauche. Voilà, après il y a ça et puis après il y a la vitesse de déplacement. Donc la vitesse, moi, je préconise rapide, et après on décélère sur le troisième pas. C'est pas toujours le cas, c'est entre guillemets idéal, mais bah, des fois, pour répondre à des situations, bah, sur le troisième pas, on va être encore dans de la vitesse quasi max. Mais en même temps, le but de se déplacer vite et plus lentement, ou disons décélérer sur le troisième pas, c'est pour optimiser la qualité de la frappe. Voilà, si on arrive à une vitesse maximale sur le troisième pas, ce qui est des fois, on est obligé hein, quand on est à la ramasse, bah, ça risque d'avoir des incidences négatives sur la frappe. Et après, faut travailler les dissociations, parce que là, on parle de la vitesse des membres inférieurs, mais il y a aussi toute la dissociation et la synchronisation avec l'armée au niveau du haut du corps. Donc là-dessus, il faut pas se limiter. Faut pas se limiter. Faut pas comme pour la gestuelle du bras, il faut pas se limiter à une forme de déplacement. Là-dessus, c'est pas forcément que lié au déplacement, mais
j'ai une petite, ouais, c'est une anecdote ou un truc que j'ai noté voilà, dans mon évolution. Quand j'étais joueur, ça commence à remonter maintenant, et notamment à mes débuts sur le circuit où quand même je commençais à avoir une petite capacité d'analyse. Euh, je trouvais génial de voir l'école australienne. C'est-à-dire que je pouvais arriver sur un cours et me dire ah bah tiens, lui c'est un Australien, c'est sûr. Et, ils ont tous le même geste, coup droit, revers, ils viennent tous de la même école. Ça, putain, franchement, c'est là l'entraîneur, hein, il fait un job, ils ont tous c'est en place, machin. Et en fait, non. Aujourd'hui, je suis complètement dans l'inverse. Je pense que si on fait ça, si on essaye de reproduire la même technique gestuelle, la même technique de déplacement sur tous ces joueurs, on est complètement on est complètement à côté de la plaque parce que chaque joueur a des qualités physiques différentes, chaque joueur a un morphotype différent. Donc, pour moi, je pense que c'était, même si ça a fonctionné à cette époque-là, chez eux, je pense qu'aujourd'hui, s'ils continuent à faire ça, ils sont pas dans le vrai. Ils sont pas dans le vrai. Et pourtant, c'était top hein, de tous les voir. Tu te dis, bah, putain, là, ils arrivent tous on voit l'école australienne, quoi. Et en fait, non, je suis pas du tout là-dedans. Et il y en a encore il y en a encore qui jouent. T'en vois deux ou trois, tu sais qu'ils sont avec le même entraîneur. Et bah, voilà, c'est la marque de fabrique de l'entraîneur, mais en même temps, je pense pas que quand on reproduit, on puisse faire aussi bien que la copie originale, enfin que l'original. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là-dessus, j'ai vraiment beaucoup évolué. Autant à l'époque, je disais putain, c'est top. Autant maintenant, je me dis non, là, c'est pas du tout ma démarche. Pas du tout. Donc, tu parles d'adapter les techniques de déplacement, tu parles d'adapter les vitesses de déplacement. Est-ce que aussi tu adaptes les rythmes de déplacement, c'est-à-dire que tu mets en place des situations où justement le rythme n'est pas le même et donc ça induit une technique de déplacement différente pour que l'athlète soit capable de s'adapter. Ouais, on le fait sur les séances de vitesse. Alors, on peut le faire sur du un pas, sur du 2 pas, sur du 3 pas. Donc, on change le pied de départ qui donc va forcément modifier le pied d'arrivée. Et puis après, comme je disais, il y a les morphotypes de chaque individu fait qu'il y en a un qui va pouvoir aller sur une balle en 3 pas et un Christophe André, il va pouvoir y aller en 2 pas. Voilà, j'ai encore eu le cas cet après-midi. On faisait passer les tests à des gamins sur une branche. Voilà, une branche qui normalement était à un pas du thé. Bah, la plupart, ils faisaient en 2 pas. Et même les grands, ils avaient parfois pas adapté au repère qui était placé. Et tu vois donc, bah voilà, là, il y a une richesse. Tu vois tout de suite que bah là, il y a un travail à faire. Juste sur un petit test. Un petit test qui était fait juste pour les répartir dans des groupes de travail pour la semaine. Et on s'est rendu compte voilà, notamment, tiens, un gamin de Lucas qui a, là, il a une mine d'or, là. Il a une mine d'or devant lui. Le gamin, il est dans une combativité de malade, mais en même temps, il a tellement de choses à faire évoluer. Je dis jamais à améliorer mais c'est à faire évoluer parce que on est dans une recherche d'évolution permanente. On n'est pas là c'est pas corriger, c'est modifier, améliorer, tous les jours améliorer, essayer de faire un tout petit peu plus, mais un petit peu mieux. C'est surtout, voilà, il y avait un entraîneur d'athlétisme qui disait l'entraînement de haut niveau, c'est la quantité de qualité. Je reprends souvent cette phrase et c'est toujours faire un petit peu plus dans le mieux, toujours en permanence, en permanence. Et donc, voilà, donc là-dessus, je reprends pour répondre à ta question, Nico, ouais, sur des séances de vitesse, ben, il y a plein il y a plein d'adaptations. Pareil, si tu le fais sur de l'aléatoire ou sans incertitude, ben voilà, rien que là-dessus, tu travailles le rythme de déplacement. Et après, tu peux faire sur un pas,
sur 2 pas, sur 3 pas. Allez, il y a une richesse là-dedans qui est assez énorme, qui est assez énorme. Après, tu peux encore diversifier, voilà, faire du travail avec du travail de survitesse, avec élastique, voilà, avec pareil, avec parfois un gilet lesté. Il y a plein de choses, mais en même temps, il faut pas se limiter, quoi. Il faut essayer en permanence d'être dans la recherche. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps changer ses séances, parce qu'il y a un moment où il faut aussi pour arriver à développer quelque chose, il faut le répéter beaucoup, souvent. Mais en même temps, il faut avoir une progressivité dans ses séances et aussi diversifier. C'est important. D'accord. Tu évoquais en début de partage la, la capacité d'avoir l'œil pour l'entraîneur et tu disais aussi que toi, tu avais pas mal observé et notamment le jeu australien et que tu arrivais à voir qu'effectivement ils avaient la même patte et tout. Ça m'amène à une prochaine question qui est comment tu fais pour détecter quels sont tes critères objectifs ou subjectifs sur lequel tu te bases pour détecter un athlète. Alors, c'est peut-être pas forcément que l'œil, ou c'est peut-être pas forcément la priorité que mais c'est en relation en tout cas. Ouais, alors oui, forcément, c'est en relation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour moi, la base, c'est d'abord les qualités de traitement et de traitement d'information, donc les qualités connectives qui vont primer. Ça, j'ai évolué là-dessus parce qu'avant, ouais, c'était essentiellement l'œil. Mais non, il y a pas que l'œil dans la détection. Il y a vraiment, on voit sur un gamin, on voit tout de suite s'il a une lecture des trajectoires, voilà, une gestion et une prise d'information sur les trajectoires. Je pense que là, il y a un élément parce qu'après, j'ai envie de te dire que le reste, c'est quand même beaucoup plus facile à faire évoluer. La partie technique, technico-tactique, les qualités physiques, on peut les faire évoluer et après on peut aussi les compenser. Si toute la partie cognitive de prise d'information, traitement d'information n'est pas, si elle est défaillante, c'est difficile derrière de la corriger, de la corriger. Il y a du boulot, mais c'est faisable, mais ça sera difficile. Après, Tu te forcément, sers de quel indicateur alors pour détecter ces qualités de prise d'information et de traitement de l'information? tu peux, aujourd'hui, il existe des tests hein, cognitifs. Après, tu peux regarder le gamin aussi en match. Hein, si tu vois qu'il part à la ramasse, à la ramasse sur toutes les balles, que ça va être compliqué. Aujourd'hui, il y en a un au pôle espoir qui, bon, bah, moi, j'avance plus maintenant. Et quand je joue avec lui, je vois qu'il lit déjà presque en avance le coup que je vais faire. Il a une lecture des trajectoires qui rapidement m'a m'a vraiment interpellé quoi. Et quand je suis en dehors du cours ou sur le cours, et là je me dis que là il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et qu'après tout le reste tu peux le travailler. Après bah voilà on a aussi notre œil d'entraîneur, de technicien, voilà qui fait que quelque part oui, l'œil est aussi important. Je me souviens voilà, d'avoir vu Grégory Gauthier à son premier championnat de France. Je savais pas qui c'était, Grégory Gauthier. Hein. J'étais en moins de 19. Il était à l'époque, c'était la catégorie moins de 12. Et il avait mis des tôles à tous ses adversaires. Je crois que c'était 9-0, 9-0, 9-0 à tous ses adversaires. Et il y avait quelqu'un qui lui portait son sac, qui était, je crois, son beau-père à l'époque, et je lui avais dit impressionnant. Et pour autant, je savais pas qui était Grégory Gauthier, mais forcément, tu vois sur un athlète qui a quelque chose. Après, dans la détection aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de paramètres quand même qui font
qui font que ça peut compliquer la chose. Ça peut compliquer la chose. Je pense vraiment au projet et à l'environnement. Le projet de l'athlète, le projet familial. C'est primordial c'est primordial d'être dans l'échange avec les parents parce que si un gamin il a des qualités, mais qu'à côté l'environnement est compliqué, ça peut, euh, ça peut ne pas faciliter la tâche. Et je pense que le projet, on parle souvent du projet de l'athlète, mais aujourd'hui, c'est devenu un projet familial parce que les enjeux sur les études, sur les finances, sont encore plus importants qu'avant. Voilà, c'est quelque part, c'est des paris, quoi. Et donc, quand il y a cet équilibre, quand tous les éléments sont réunis, ou au contraire, quand on a un gamin qui a une soif d'apprendre, une soif quelque part, une revanche sur quelque chose qu'il n'a pas eu, je pense que là, c'est des gamins qui sont aussi des mines d'or avec sans doute beaucoup plus de travail à effectuer sur le gamin parce que s'il n'a pas l'environnement social autour, ben, il y a un travail énorme parce que notre travail, il est, comme je le disais au début, il n'est pas que sur le cours, il y a aussi tout ce qui se passe en dehors. Hein. Moi, même si j'ai des seniors, même si j'ai des seniors, j'ai parfois ou souvent des parents qui m'appellent pour des problématiques, pour des choses qui sont pas forcément liées, qui sont pas forcément liées à l'activité et pour lesquelles ils ont pas les réponses. Et il faut qu'on soit en capacité d'apporter des réponses. J'ai eu dernièrement des questions, par exemple, pour un athlète sur la fiscalité. Euh, les parents, ils étaient incapables de savoir. Ils savaient pas. Tu peux chercher sur Internet, il y a pas les réponses. Donc aujourd'hui, je pense que l'environnement du gamin, il est important. Il est important et il doit être un élément de la détection au-delà de notre œil, au-delà voilà, de tout ce qu'on peut voir. Voilà. Après, un gamin qui a des qualités physiques énormes aussi, bien sûr que ça peut jouer. Mais voilà, Philippe vous l'a dit, on peut, jusqu'à un certain point, ça peut être compensé. Après, c'est sûr que quand tu regardes le top 20, voilà, ils ont tous quand même des qualités physiques. Alors, il vous a pris l'exemple de Laura Massaro. Bah ouais, Laura Massaro, elle a une intelligence de jeu ou une intelligence tactique. Elle a compensé avec ses moyens. Il vous l'a dit, putain, qu'est-ce qu'elle est lente. Ouais, qu'est-ce qu'elle est lente. Mais néanmoins, bah, avec ses armes, avec la tactique qu'elle utilise, pour moi, c'est une des joueuses qui utilise le mieux le boss, notamment le boss d'attaque, de l'arrière, de l'arrière, voire des fois de l'avant. Je pense que dans le squash féminin, je le dis souvent à Philippe, le boss, il n'est pas assez utilisé. Parce que quelle arme c'est le boss chez les filles qui ont des capacités physiques différentes de celles des garçons. Donc aller chercher un boss, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce elles ont pas les mêmes qualités musculaires que les garçons. Et je pense que le boss, il est sous-utilisé dans le squash féminin. Je le dis à Philippe, je pense que c'est une arme c'est une arme de destruction massive dans le squash féminin. Euh, voilà. Je me rappelle plus exactement de ta question, parce que des fois on bifurque, mais Si j'essaye de résumer un petit peu, euh, donc on était sur la question de la détection. ouais, Donc ouais, ouais. bien évidemment, il y a l'œil, mais par rapport à ce qui est important à détecter, c'est la capacité du joueur à traiter l'information et dans un deuxième temps, la capacité à formaliser un projet et la capacité d'avoir un environnement sain autour de lui. C'est ça. Je pense que selon moi, hein, c'est mon approche,
ça peut être deux facteurs limitants. Deux facteurs Mm. limitants. Parce que quand on n'arrive pas à, à avoir une prise d'information suffisante en squash, et il y en a des informations à prendre hein, sur soi-même, sur l'adversaire, avant la frappe, pendant la frappe, après la frappe, dans le replacement, dans le placement, il y en a. Hein. Si un gamin il a pas il a, il a pas tous ces éléments-là suffisamment tôt, si on lui donne pas ces éléments suffisamment tôt, et je pense qu'à un moment, on n'a pas été suffisamment là-dedans, et ben, ça sera du temps de perdu. Je veux pas dire qu'on peut pas le rattraper, mais pour moi, ça sera du temps de perdu. On peut le rattraper, mais voilà, aujourd'hui, le rôle d'un entraîneur, c'est de faire en sorte, je le disais au départ, d'arriver à optimiser à 100% le potentiel d'un athlète, mais c'est aussi euh, faire en sorte que l'athlète il y parvienne dans le temps le plus court et qui dure dans ce potentiel maximal le plus longtemps possible. Voilà. Un bon exemple, c'est Greg Gauthier qui, très jeune, il a été en capacité d'optimiser une grosse partie de son potentiel. Néanmoins, il restait une petite partie à, à- à- à faire évoluer, à faire progresser pour qu'il atteigne son potentiel maximum et son Graal de champion du monde. Voilà, c'était ça. Mais peut-être que sur cette partie-là, il a pu perdre un petit peu de temps. Mais néanmoins, je pense il a aujourd'hui en partie rattrapé. Et puis, quelle longévité, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est cette fourchette que je trouve fabuleuse d'être au maximum de son potentiel. Mais qu'est-ce qu'il arrive à la faire durer longtemps, quoi. Qu'est-ce qu'il arrive à la faire durer longtemps? Voilà. Mathieu, Mathieu, c'est incroyable. Enfin, pas incroyable parce que moi, j'y croyais. Euh, Avoir été 6 mondial. Mais ça aurait été fabuleux pour lui qu'il y arrive plus tôt à être 6 mondial. Et s'il avait pu y arriver plus tôt, mais ça aurait été génial pour lui. Voilà. Et on voit la difficulté que c'est de maintenir ça. Un Grégory Gauthier, un Nick Matthews, c'est juste exceptionnel de durer parce que voilà, l'intensité du squash, du jeu, de la contrainte mentale. Voilà, je parlais au début d'obsessionnel. Mais voilà, un Nick Mathieu, un Grégory Gauthier, ils sont obsessionnels. Greg le dit, hein, moi, mon entraînement, je peux pas, un journaliste, il me pose la question, je peux pas le quantifier. Mon entraînement, il commence le matin quand j'ouvre les yeux et il se termine quand je ferme les yeux. C'est, c'est comme ça qu'il fait la différence. C'est parce qu'il est devenu minutieux dans tous les détails. Et moi, j'ai vraiment envie que mes athlètes, voilà, ils puissent atteindre leur potentiel le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps et les faire durer le maximum de temps, même si aussi leur faire comprendre que voilà, tu peux pas être au top en permanence, quoi. Dans une saison, dans une carrière, il faut des fois accepter qu'il y ait des remises en question, qu'il y ait des phases de régression. Voilà, ils aimeraient tous avancer beaucoup plus vite. Mais malheureusement, c'est pas, c'est pas cartésien, quoi. Ça serait trop facile. Le sport de haut niveau et de très haut niveau, voilà, c'est pas cartésien. Rappelez-vous quand Greg, il avait dit, il y avait une émission, les 52 paris de l'équipe, où à 14 ans, le journaliste, donc il faisait partie des 52 paris de l'équipe. C'était la chaîne L'équipe qui avait fait un pari sur 52 gamins, gamines, et il avait 14 ans, et le mec lui a dit, bon, Grégory, combien de temps avant d'être champion du monde? Donc, Greg, je pense 6 7 ans. Voilà, il a été champion du monde en 2015, il est 82, il allait avoir 33 ans. Donc, voilà, il s'était trompé de 12 13 ans. Bon, bien sûr, il a été très proche, il a été à un point en 2006 d'atteindre ce titre de champion du monde. Néanmoins, bon, voilà,
c'est un titre de champion du monde. Il a eu d'autres titres énormes. D'autres titres énormes. Mais en même temps, c'est cet échec-là qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé. Parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, là, j'optimise pas tout. J'optimise pas tout. Là, voilà, je dois me faire aider sur telle dominante, telle dominante. Il y a des choses que je peux améliorer. Tout Grégory Gaultier qu'il est avec la tonne de qualité et de capacité qu'il a, bah, il savait qu'il y avait des pans de la perf qu'il n'avait pas encore suffisamment développé. Voilà. Maintenant, je parlais de longévité, bah voilà, lui c'est un exemple de la capacité d'adaptation, malgré que Greg, ce soit quelqu'un qui est routinier, il a une routine dans laquelle il s'épanouit, mais quelle capacité d'adaptation à différentes générations du squash mondial. C'est ça qui est monstrueux. Parce que on dit, voilà, il peut s'entraîner. Greg, il aime souvent faire les mêmes exercices, se rentrer dedans. Et il pense souvent, maintenant, il commence à comprendre que c'est pas forcément parce que tu te rentres dedans à chaque séance que tu vas progresser, mais que ça peut être aussi en ayant une adaptation de l'intensité de la séance qui va aussi le faire progresser. Mais quelle capacité d'adaptation. Tu vois, il a joué avec des générations, des David Palmer, des Peter Nicol, et puis après, tu avais des Rami Achour qui arrivaient, aujourd'hui des Ali Farag, des Shorbaghi. Il a dû, voilà, à chaque fois, changer des choses, réadapter. Mais Greg, c'est quelqu'un, on parlait d'œil tout à l'heure, Greg, c'est quelqu'un qui peut-être une demi-heure, une heure après son match, il revisionne déjà son match tout seul pendant qu'il est sur la table de massage. Il revisionne son match. Donc, il a un esprit critique sur son match. Ouais, j'ai pas été bon là-dessus. Ouais, il a mis 11-2, 11-4, 11-3 au mec, mais il a été bidon. Il le dit, hein, il le dit, mais c'est la vérité. Et et il le pense, et il le pense, et il le pense. Et en même temps, il se projette déjà pour comment améliorer ça pour le lendemain. C'est des choses qui sont, pour nous, c'est du pain béni pour l'entraîneur parce que il se fait son autocritique. Donc toi, tu peux regarder le même match, mais analyser autre chose, différemment. Et ça, c'est génial parce que lui, il a déjà fait son auto-analyse. Donc, en plus, il communique, il en fait part. Et derrière toi, tu peux analyser autre chose déjà ou te projeter sur l'adversaire du lendemain. Donc, il est en permanence en fait dans la, il est déjà dans l'anticipation. Donc, il y a la perception, il est dans l'anticipation, perception. Donc, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et en même temps, il a été capable, Greg, lui aussi, on parlait d'œil tout à l'heure, il a été capable de s'inspirer et de prendre des petites, avec un petit truc chez l'un, un petit truc chez l'autre et de l'adapter à lui-même. C'est ça qui a été sa force. Parce que voilà, l'entraîneur va apporter des choses. Mais lui, il avait cette qualité d'aller prendre des choses chez plusieurs personnes qui l'ont inspiré. Et ça, moi, je trouve que c'est une qualité qui est monstrueuse de pas, je le dis souvent à mes gars, de regardez pas le match juste pour connaître le score. Euh, prenez un, prenez telle facette du jeu, prenez tel point et focalisez-vous là-dessus, que ce soit le déplacement, la mise à distance, euh, l'incertitude temporelle, le moment où le joueur va déclencher, voilà, les interceptions. Voilà, prenez un point qui va vous faire, vous, évoluer, avancer. Regardez pas juste le match, le score, que la tactique, voilà. Mais donc ça, Greg, pour moi, je pense que ça a été quasiment le meilleur du monde là-dedans, au-delà de toutes les autres qualités qu'il a pu développer par l'entraînement. Et il a été très très fort là-dedans. Ça a été une qualité qu'il a compris très très jeune, très très jeune. Et la notion de projet, alors, à ton avis, à quel âge il faudrait que cette partie-là soit un peu finalisée, on va dire, euh, ou à quel âge il y a un non-retour si le projet et l'environnement n'est pas stable?
à ton avis? Faut pas se limiter, je pense, parce qu'il y a des exemples de réussite où il y a plein de, il y a plein de gamins sur lesquels peut-être les entraîneurs ou les fédérations n'auraient pas misé qui ont réussi. Néanmoins, c'est aussi notre rôle à nous de les aiguiller le plus tôt possible. Là-dessus, je me limiterai pas. Je pense qu'il faut pas se limiter. Je pense pas que ce soit rédhibitoire. Mais voilà, quand il y a un projet commun de la famille et du gamin, c'est quand même un facteur de réussite qui peut être ouais, qui peut être facilitateur. Maintenant, il faut clairement écarter personne. Même si aujourd'hui parfois on nous demande de cibler jeunes, très jeunes. Non, les exemples, on en a dans notre sport. Si aujourd'hui on se limite, bah, quelque part, on n'a déjà pas une grosse masse, on va se tirer une balle dans le pied. Hein. Voilà, maintenant, à un moment donné, à un instant T, on doit faire des choix parce que le métier nous l'impose, le ministère nous l'impose, etc. Mais je pense que ouais, il faut pas non plus se limiter. Il faut pas que ce soit figé. Voilà, ça peut évoluer en 3 mois, en 6 mois, d'autant plus chez les gamins. En un an, d'une année sur l'autre, voilà, des exemples. Il y en a plein de gamins. Camille, premier British Open qu'elle fait, elle part, fusil sur l'épaule, elle prend 3 fois 9-0 au premier tour. Voilà, on a vu où elle est arrivée, numéro un mondial. Mathieu Castagnier, coup droit, revers à deux mains, gamin. Il est arrivé 6 mondial. Voilà, si on s'inscrit dans des cases tout jeune, comme certaines personnes dans des systèmes peuvent être tentés de le faire, c'est c'est pas c'est pas forcément très bon. C'est pas forcément très bon. Je pense qu'il y a il y a plein de choses qui peuvent faire que à un moment à un moment il y a un déclic, il y a une envie, il y a un truc chez un gamin. C'est la même chose que c'est la même chose que dans les études. Hein. Il peut y avoir des déclics et pour autant au début voilà l'orientation elle n'a pas été bonne et quelque part à un moment, le gamin trouve sa voie et là, c'est parti. Et là, par contre, faut vraiment faire en sorte d'être un accélérateur de performance pour qu'ils perdent ensuite le moins de temps possible. Mais voilà, je voudrais surtout pas que ça soit des choses qui restent figées. Moi, jamais je condamnerais un athlète jeune ou voilà, il y a trop d'exemples dans tous les sports où il y a trop d'athlètes dans tous les sports qui ont réussi dans des situations, j'ai pas envie de dire difficiles, mais plutôt des situations particulières, quoi. Voilà, particulières. Alors, je vais te poser une dernière question et puis après, on s'arrêtera là. Ouais. Que penses-tu de la suprématie égyptienne qui règne dans le squash aujourd'hui? Bah, je vais te dire, hein, je vais m'inscrire en tant qu'adversaire. Des fois, on en rencontre un Greg, il peut en rencontrer jusqu'en finale, 5 d'affilée. Euh, je pense clairement que c'est forcément une bonne chose pour le squash mondial. Parce que qu'il y ait une nation qui domine comme ça c'est pas très très bon. Néanmoins, et je l'ai fait pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un classement. Si on était sur un format olympique, c'est-à-dire un tableau qui serait limité à 2 joueurs par nation, ça change beaucoup la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être champion du monde en squash, c'est beaucoup plus compliqué que dans certaines disciplines. C'est-à-dire que tu dois battre 5 Égyptiens qui sont dans le, dans le, dans le top 20. Alors qu'il y a des disciplines où les premiers tours, tu vas rencontrer, les 2 premiers tours, tu vas rencontrer des adversaires de nations faibles parce qu'il y a des quotas par nation. Aujourd'hui, on n'a pas ces quotas au squash parce qu'on n'est pas
on n'est pas dans des critères. Maintenant, si on veut s'attarder plus sur vraiment la suprématie qu'ils ont en ce moment, la mainmise qu'ils ont en ce moment sur le squash, c'est parce que à un moment ils ont bon, il faut revenir peut-être à l'origine. Hein. Il y a ce Ahmed Barada qui a fait beaucoup pour le squash euh, quand il y avait ce gros tournoi aux pyramides du Caire à Giza. C'était en direct à la télé, et puis lui, après, il a arrêté assez tôt sa carrière, et puis il est devenu chanteur, il est devenu artiste, et il a fait parler du squash, et puis d'un coup, bah, le squash est devenu un sport en vogue, et tous les gamins se sont mis au squash, et aujourd'hui, aujourd'hui, bah, voilà, les gamins de la haute, ils veulent, c'est le squash, voilà, c'est le squash, donc ils ont cette capacité d'attirance vers le squash que nous, on n'a pas. On est un pays en France où on est très fort dans beaucoup de sports. Donc eux, ils ont eu cette chance d'avoir une publicité énorme au départ. Et puis aujourd'hui, ils sont dans un système qu'il faudrait surtout pas qu'on reproduise parce que notre culture, notre éducation, notre façon de penser est différente. Je pense ils ont une façon de penser et ils sont dans leur mentalité joueur qui convient vachement bien au squash d'aujourd'hui. Voilà, ça va vite. Donc ça, c'est dans leur mentalité, quoi. Voilà, ça va vite. Il faut que ça aille vite. Voilà, donc ça se retrouve sur le court. Marquer le point rapidement. Ça, c'est des éléments où ils ont tout compris. Après, ils ont la chance aujourd'hui que ce soit devenu car le squash a développé un modèle économique monstrueux. Il y a des clubs qui se construisent de 20 cours, 21 cours avec des cours vitrés. Il y a X coachs dans tous les clubs, donc les gamins sont encadrés au quotidien. Les parents peuvent les laisser, comme il y avait chez nous à une époque, les parents ils pouvaient laisser les gamins dans le club toute la journée. C'était un lieu de vie. Eux, ils ont ça aujourd'hui dans les clubs. C'est un lieu de vie qui est sécurisé, donc les gamins ils restent toute la journée, ils jouent. Et puis ben voilà, ils ont cette opposition au quotidien, cette combativité qui fait que si tu veux pas être celui qui va sortir du cours vainqueur, bah, tu risques de pas t'en sortir et de rester dans l'équipe A prime, dans l'équipe B, quoi. Et ils ont tous envie d'exister pas de c'est pas de la survie parce que c'est pas vrai. Ils viennent aussi tous de familles globalement et de familles globalement aisées hein, et qui sont à fond dans leur projet vraiment à fond dans leur projet. Je pense que il y a l'omniprésence des parents dans le squash égyptien, comme dans le squash américain. Chez eux, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Quand on voit au British Open Junior l'implication des parents, c'est juste, c'est juste monstrueux. Seulement, après, il y a ce qu'il y a eu à un moment au départ, hein, parce que forcément, ça s'est pas construit comme ça. Il y a eu des précurseurs, des coachs qui ont pris, je pense, le truc à bras-le-corps en se disant, nous, on veut changer les choses. Le squash égyptien est bon, on veut qu'il soit très bon. Donc, ils ont donné de leur personne, de leur temps, ils ont cherché, ils ont fait évoluer en permanence leur entraînement, etc. Et puis aujourd'hui, on le voit, les coachs qui sont dans les clubs et qui, à longueur de journée, ils poussent la balle à des gamins, à des vraiment pas bons. Hein. Faut pas croire qu'il y a que des bons en Égypte. Hein. Là, on se met le doigt dans l'œil si on pense qu'il y a que des bons. Hein. Il n'y a pas que chez nous qu'on n'a pas que des champions. Hein. Chez eux aussi, on en voit hein, qui sont pas bons. Hein. Donc, il faut pas nous qu'on se dise mais comment ça se fait j'ai des gamins chez qui je vois pas de gros potentiel, mais chez eux aussi, hein, sauf qu'ils ont une masse qui est plus importante. Après, si on veut revenir sur l'aspect plus sur le circuit, sur sur leur suprématie, ils ont réussi à développer des choses nouvelles. Maintenant, on voit aussi qu'ils sont quand même revenus
sur un jeu qui est quand même plus carré. Et puis sur certains, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qu'ils ont développé au fur et à mesure? Un Rami, un Ali Farag, ils ont réussi à transformer la défense, leur coup de défense, en coup d'attaque, quoi. On voit leur défense. Pour moi, un Rami aujourd'hui, même si voilà, il rentre des coups, etc., il a une défense comme un Ali Farag qui est prodigieuse, quoi. Il a une capacité à utiliser les hauteurs, à passer sous la balle. Alors après, la manière dont il le fait, elle est adaptée à lui-même, qui pour moi, c'est prodigieux. Ils ont cette défense, mais surtout aussi, voilà, je le disais au début, ils ont cette capacité d'adaptation qui est, qui est monstrueuse. Et puis, je crois que Philippe en parlait, ils sont joueurs, ils ont ce relâchement, ils abordent peut-être différemment la pression du résultat. Voilà, et puis après, ils ont aussi alors ils sont tous très rivaux, mais aussi, on le voit dans les tournois, il y a beaucoup d'entraide entre eux. Euh, voilà. Et nous aussi, hein, moi je trouve que les gars voilà, ils sont très solidaires, même si chacun doit penser à sa perf. Voilà, ils s'entraînent ensemble, etc. Il y a beaucoup d'entraide. Nous aussi, hein, ça se fait quand il y a un Français qui est derrière ou une Française. On est tous à regarder le match des autres joueurs. Ils sont tous là, mais eux, ils ont cette capacité. Et puis voilà, comme je le disais, ils veulent survivre, ils veulent être ils veulent déjà être meilleurs que leurs voisins. Et après, quand tu sais que leurs voisins, c'est souvent un des meilleurs mondiaux, ben voilà, ils ont cette confrontation qui fait qu'ils ont développé cette combativité. Et tu le vois, hein, tu le vois dans les tournois, c'est même dans les qualifs, quoi. Dans les qualifs, on en voit qui sont là, ils ont une combativité de fou, quoi. Les yalla yalla, ils les ont des fois dès le premier point, quoi, dès le premier point. Et nous, je pense qu'on doit vraiment insister sur la combativité, avec nos gamins. C'est primordial de développer cette combativité et un maximum et un maximum de confrontation, un maximum de confrontation, tout en continuant à avoir utiliser aussi nos compétences. On a des compétences dans le squash français, hein. Nos résultats, ils sont pas venus par l'opération du Saint-Esprit. C'est aussi nos joueurs qui s'investissent beaucoup. Je le disais, c'est leurs familles aussi qui investissent, qui s'investissent beaucoup. Euh, et aujourd'hui, c'est ça avant tout. C'est l'investissement qu'on va mettre. Il faut y mettre, il faut y mettre tout son cœur et voilà, toute sa personne si on veut parvenir au très haut niveau. Mais c'est pas que en squash, hein, voilà, en judo, ils ont les Japonais. C'est dans tous les sports. Il faut être en permanence en quête de l'excellence, de l'optimisation des potentiels. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, je leur tire mon chapeau au squash égyptien parce que ça fait maintenant un moment quoi qui sont là quoi et ils tiennent, ils durent. Mais en même temps, il y a des joueurs qui arrivent à les contrecarrer. Voilà, Greg, Mathieu, il est arrivé 6 mondial. Camille, elle est arrivée numéro 2 mondial. Donc c'est faisable. Quand on veut, on peut quoi. Il y a vraiment pas. Il faut pas se limiter. Il faut pas se limiter. N'oubliez pas d'où est parti le squash français quoi. Ma génération, le premier championnat du monde junior qu'on a fait, il y avait Thierry, Christophe Montagnier, Philippe Bonneau, vous n'avez pas connu, et moi. Voilà, premier championnat du monde junior, moins de 19, on avait à peine 15 ans. On finit 17e. Et deux joueurs sur les quatre de cette équipe, donc ça c'était en 90, 13 ans plus tard, on est arrivé vice-champion du monde avec la moitié de cette équipe, vice-champion du monde senior.
Donc, ça prouve qu'avec du travail, de l'investissement, on peut y arriver. Il faut se donner les moyens et il faut surtout, y croire et puis bosser, quoi. Bosser, bosser, bosser. Je le dis souvent, le travail, c'est pas la garantie du résultat. Le travail, c'est le minimum syndical. Si on fait pas le travail, il n'y aura pas de résultat. Par contre, si on fait le travail, il est possible qu'on y arrive. Si on met tous les autres éléments bout à bout à côté et ensemble. Sinon, on peut pas y arriver. Mais le travail, c'est pas la garantie, hein. Je me souviens d'un de mes athlètes qui, il y a 2, 3 étés, là, avait fait une super préparation. Et premier tournoi, il part, il prend une banane premier tour ou en quart de finale, je sais plus. Il dit, ah, ça valait bien le coup de se lever à 6 heures, hein, tous les matins pour aller sur la piste comme un âne. Je dis, mais ça, c'est le minimum que tu pouvais faire d'aller faire tes séances. C'est le minimum. Et ça montre que c'est pas parce que tu as mis en face le travail que ça va réussir, parce que l'autre en face, il a fait pareil, voire un peu plus, un peu mieux que toi. Donc toi, tu dois encore renforcer ton niveau d'exigence. Si tu renforces pas ton exigence en permanence, c'est ça aussi, c'est cette exigence et avoir cette capacité, je pense, d'évaluation et d'auto-évaluation. Donc, à vous, les éducateurs, les entraîneurs, de développer ces capacités d'observation, d'évaluation et d'auto-évaluation. Votre propre évaluation, votre propre observation, mais aussi donner les éléments à vos athlètes de s'auto-évaluer. Ça, c'est primordial. Parce que si c'est toujours vous qui faites les retours à l'athlète, ça peut pas aller que dans un sens. C'est pas possible. Il faut que ce soit interactif. Sinon, pour moi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors, bien, après, je vais te donner l'exemple tout à l'heure de Mathieu qui voulait pas forcément revoir ce fameux match. Mais il y a des fois, je vous rassure, où il est dans l'échange, hein, voilà. Après, il faut que les joueurs adhèrent. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Merci Voilà beaucoup. bah, merci à vous et bon Merci, courage. merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Allez, allez, Ciao. salut, bye, bye.